Actuellement, les États-Unis sont en train d'essayer de contrôler l'Europe et de annexer l'Europe en fait dans le cadre de l'OTAN. Il y a eu toute une discussion en Europe. Il y avait des gens qui voulaient continuer l'alignement sur les États-Unis, y compris l'achat de leur production militaire. Et il y avait des gens au sommet qui voulaient une armée européenne et une industrie de défense européenne. Les États-Unis ont vu le danger, et dans mon livre, je donne toute une série de déclarations de dirigeants des États-Unis qui disent, de stratèges qui disent qu'il faut absolument éviter que l'Europe ait son armée, sa politique de défense et son industrie d'armement trop forte face à nous. Et donc, ils ont fait la guerre en Yougoslavie, en fait, pour empêcher l'Europe de s'unir et pour empêcher l'Europe d'avoir le contrôle du continent européen sur le plan militaire. Et Tony Blair, parlant de l'Europe en 2011, dit « Il ne faut pas se baser sur cette idée que l'Union européenne est nécessaire pour la paix. L'argument pour l'Europe aujourd'hui, c'est la puissance, pas la paix. » Et donc, on a toute une série de dirigeants et de stratèges européens qui développent l'idée que l'Europe devrait échapper à la domination des États-Unis et se lancer elle-même dans une politique agressive pour contrôler sa zone sans les États-Unis. Et donc, quand les États-Unis essayent d'engager l'Europe à les suivre en Syrie, contre l'Iran, ou dans le cas de l'Ukraine aussi, par exemple, c'est justement parce qu'ils veulent garder l'Europe sous leur contrôle. Quand il a déclenché la guerre contre le Kosovo, excusez-moi, Bill Clinton a dit la guerre au Kosovo, c'est une guerre pour savoir quel est le rôle des États-Unis en Europe et pour savoir qu'est-ce que nous allons vendre à qui. C'est une guerre pour savoir si les États-Unis ont toujours un rôle en Europe et vont pouvoir la dominer. De faire une armée européenne indépendante, c'est ça qu'il s'agissait de casser pour les États-Unis. Le commissaire Balt dit à Nuland, vous savez, il y a un peu des journalistes ont commencé à chercher, ils ont trouvé des informations que ces gens qui ont fait le coup d'État de Kiev, là, le coup d'État de Maïdan, il y a des fascistes là-dedans, il y a des pro-nazis, et c'est absolument vrai, ce sont vraiment des nazis racistes anti-juifs acharnés, et il dit à Victoria Nuland, ça va faire des grands problèmes parmi l'Europe et les dirigeants européens si on travaille là-bas avec des nazis. Et la réponse très distinguée de Madame Victoria Nuland est « fuck the EU ». L'Union européenne, je la baise. C'est-à-dire, c'est très intéressant ça. Ça veut dire, pourquoi, alors qu'à la télévision, on est les plus grands alliés, les amis du monde, c'est des grands sourires, pourquoi est-ce qu'elle dit ça? En réalité, chaque grande puissance joue son propre jeu, défend ses intérêts, et la prise de contrôle de l'Ukraine, c'est aussi contre l'Allemagne particulièrement, qui elle avait cherché une solution négociée à Kiev et en Ukraine. Pourquoi? Si vous regardez la carte, vous voyez, la zone naturelle de l'Allemagne, c'est vers l'Est, le partenaire naturel de l'Allemagne, c'est la Russie. Et donc, Kissinger et Brzezinski avaient déjà expliqué ça très très bien dans les années 90, il faut absolument, pour contrôler l'Eurasie, il faut empêcher une alliance entre la Russie et la Chine, oui, mais aussi une alliance entre l'Allemagne et la Russie. Il faut absolument garder l'Allemagne sous le contrôle des États-Unis, qu'elle n'ait pas d'armée indépendante, qu'elle n'ait pas une diplomatie indépendante. Et donc c'est à ça que pense cette dame si distinguée quand elle dit « fuck the EU », c'est vraiment dans l'idée, on est ici en fait contre les Européens. Et ça c'est une dimension importante de la relation entre les États-Unis et l'Europe. Il y a eu une manœuvre menée par les États-Unis, par l'OTAN et par leurs agents supplétifs des États-Unis, que sont les pays de l'Union européenne, pour essayer d'arracher l'Ukraine à ce que les géopoliticiens appellent le glacis géopolitique de la Russie. L'Ukraine, c'est vraiment frontalier de la Russie. C'est un pays qui a appartenu à la Russie. C'est un pays où vivent de nombreux russophones et même des nationaux russes. C'est un pays qui fait partie intégrante de la zone de sécurité immédiate de la Russie, qui est l'une des très grandes puissances du monde, ne l'oublions pas. C'est le premier pays par la superficie. Et en termes militaires,
c'est une armée qui a des outils extraordinairement puissants, des bombes thermonucléaires. C'est la deuxième puissance nucléaire du monde après les États-Unis d'Amérique, il ne faut quand même pas l'oublier, sans compter des systèmes de missiles antiaériens qui sont extraordinairement performants. Les tout derniers S-500, semble-t-il, ont 15 à 20 ans d'avance sur les mêmes armes américaines. Alors, avec un tel pays, il faut être prudent. Or, les États-Unis d'Amérique, l'OTAN et l'Union européenne a participé au montage d'une révolution pour organiser un coup d'État contre le président Yanukovych. On peut l'affirmer de façon certaine parce que, et je l'ai montré dans cette conférence, il y a eu cette fameuse conversation téléphonique interceptée par les services de renseignement russes qui a eu lieu aux alentours du 23 janvier dernier entre Victoria Nuland, qui est sous-secrétaire d'État des États-Unis auprès de John Kerry, et l'ambassadeur américain en Ukraine à Kiev. Alors, les médias français se sont focalisés sur l'idée, sur le fait que Mme Nuland aurait tenu un propos de charretière. Et à un moment, elle aurait dit « fuck you », ce qui veut dire que l'Union européenne aille se faire foutre. Donc ça, c'est ce que les médias ont montré au grand public français. Mais cette conversation captée par les services russes et balancée sur Internet, que d'ailleurs Mme Nuland n'a pas contredite, puisqu'elle a au contraire présenté ses excuses aux pays de l'Union européenne pour avoir tenu ses propos, en fait, cette conversation est beaucoup plus importante sur d'autres sujets. Ce qu'il y a de plus important dans cet entretien, c'est que l'on voit que Mme Nuland et l'ambassadeur des États-Unis à Kiev organisent le coup d'État, prévoient qui va succéder à Yanukovych. On voit que Mme Nuland indique à l'ambassadeur des États-Unis qu'il faut que le responsable qui prenne en main l'affaire de l'Ukraine soit Arseniy Yatsenyuk, c'est-à-dire celui qui d'ailleurs est devenu depuis le Premier ministre du nouveau régime, qui est un homme très proche des milieux financiers internationaux, qui a participé au mois d'octobre 2013 à une réunion de la trilatérale à Cracovie sous la présidence de Jean-Claude Trichet, qui est un homme des Américains, c'est le cas de le dire. Bon. Et donc Victoria Nuland dit oui, c'est lui qu'il faut mettre, il faut écarter celle et elle l'appelle Yats d'ailleurs, et puis il faut écarter Klitsch, c'est-à-dire Klitschko, qui est le boxeur ukrainien dont on avait parlé un peu dans les médias, et puis elle dit qu'il faut également mettre de côté un leader ultra-nationaliste, Tianenko, etc. Donc on voit bien que de cette bande son, confirmée par la Maison-Blanche, puisque Mme Nuland a présenté ses excuses pour avoir tenu ses propos, on voit bien qu'il s'agit d'un véritable complot. Là, pour le coup, c'est le moment de le dire. Personne ne peut nier que c'est exactement ce que dans l'histoire des hommes on appelle un complot pour essayer, une puissance étrangère, les États-Unis d'Amérique, ont décidé d'organiser un changement de régime à Kiev en profitant de l'impopularité du régime Yanukovych. Alors mon propos à moi n'est pas de trouver que le régime de Yanukovych était un régime formidable, bien au contraire, c'est un régime corrompu, c'est un régime qui était impopulaire. Bon, cela étant, les régimes impopulaires, il y en a d'autres. Hein. Yanukovych était... Notamment en France. Notamment en France. Je pense que François Hollande est plus impopulaire en France que Yanukovych ne l'était en Ukraine avant sa destitution. Bref. En attendant, on a devant nous l'affaire flagrante d'une manœuvre de déstabilisation, de coup d'État organisé par les États-Unis d'Amérique pour changer un régime qui ne lui plaît pas et pour choisir les dirigeants qu'il a décidé de mettre à sa place. Et d'ailleurs, ça a marché, puisque effectivement, c'est Arseniy Yatsenyuk, le candidat des États-Unis, qui dirige maintenant l'Ukraine. Alors, face à ça, la Russie a réagi, comme on l'a vu, d'une façon qui viole la Charte des Nations Unies, l'article 2, c'est vrai. C'est d'ailleurs ce qui a valu un échec à la Russie au Conseil de sécurité. Aujourd'hui même, nous sommes le 4 mars 2014. Aujourd'hui même, donc, la Russie a essuyé un échec au Conseil de sécurité, puisqu'elle n'a même pas parvenu à avoir la Chine pour soutenir sa position, puisqu'elle est intervenue militairement en Crimée. Mais ce qu'il faut quand même bien préciser, c'est que la Russie a violé l'article 2 de la Charte des Nations Unies, mais les États-Unis l'avaient violé également, et en premier,
justement en faisant ces manœuvres d'ingérence qui sont tout autant condamnées par la Charte des Nations Unies qu'une intervention militaire. Alors maintenant, que doit faire la France? Si la France était la France, elle ferait très exactement respecter le droit. C'est-à-dire que la première chose qu'elle ferait, c'est-à-dire qu'elle se serait opposée à la destitution et au coup d'État organisé par l'étranger de Yanukovych. Ce ne sont pas nos affaires, ce sont les affaires des Ukrainiens. Voilà. Et du fait de l'appartenance à l'Union européenne et à l'OTAN, la France est pieds et poings liée à la puissance américaine qui pilote toute cette affaire. Je note d'ailleurs que la France, les dirigeants français plus exactement, ont perdu tout sens de la mesure et de l'honneur. Parce que regardez la façon dont les Allemands se sont comportés. Madame Merkel et M. Steinmeier, le ministre des Affaires étrangères allemand, ont eu le souci d'être toujours modérés dans leur réaction. Ils n'ont pas appelé à des sanctions, ils ont au contraire appelé au maintien du dialogue politique. Madame Merkel, effectivement, a protesté contre l'intervention militaire russe, mais en termes très assourdis. Et surtout, elle a téléphoné à Vladimir Poutine, il paraît qu'elle parle le russe d'ailleurs, ce qui facilite les échanges, et son ministre des Affaires étrangères, M. Steinmeier, s'est rencontré avec Serge Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe. Alors, il semble-t-il que ces pourparlers n'ont pas débouché sur grand-chose, mais ça témoigne du souci de l'Allemagne sur cette affaire ukrainienne, mais comme on l'avait déjà noté sur l'affaire libyenne, sur l'affaire syrienne, et même antérieurement sur l'affaire irakienne, les Allemands ont toujours le souci d'être beaucoup plus prudents, d'être en retrait par rapport à l'offensive et au côté agressif des États-Unis et de l'OTAN. En d'autres termes, Berlin voit loin, Berlin voit le coup d'après, Berlin estime probablement qu'il y aura une sortie de crise et qu'après la sortie de crise, Moscou et les dirigeants russes n'oublieront pas qui, en Occident, a jeté de l'huile sur le feu et qui, au contraire, a essayé d'apaiser les tensions. Or, qui a jeté de l'huile sur le feu? Malheureusement, la France. La France qui a été la première à jeter de l'huile sur le feu sur le dossier libyen, la première à jeter de l'huile sur le feu pour le dossier syrien, désormais la première à jeter de l'huile sur le feu sur le dossier ukrainien. What do you think? I think we're in play. The Klitschko piece is obviously the complicated electron here, especially the announcement of him as deputy prime minister. And you've seen some of my notes on the troubles in the marriage right now, so we're trying to get a read really fast on where he is on this stuff. But I think your argument to him, which you'll need to make, I think that's the next phone call we want to set up, is exactly the one you made to Yats. And I'm glad you sort of put him on the spot on where he fits in this scenario. And I'm very glad he said what he said in response. Good. So I don't think Klitsch should go into the government. I don't think it's necessary. I don't think it's a good idea. Yeah, I mean, I guess you think, what, in terms of him not going into the government, just let him sort of stay out and do his political homework and stuff. I'm just thinking in terms of sort of the process moving ahead, we want to keep the moderate Democrats together. The problem is going to be Tony Book and his guys. And, you know, I'm sure that's part of what Yanukovych is calculating on all of this. I think Yats is the guy who's got the economic experience, the governing experience. He's the guy, you know, what he needs is Klitsch and Tony Book on the outside. He needs to be talking to them 4 times a week. You know, I just think Klitsch going in, he's going to be at that level working for Yatsenyuk. It's just not going to work. Yeah, no, I think that's right. Okay. Good. Well, do you want us to try to set up a call with him as the next step? My understanding from that call, but you tell me, was that the big three were going into their own meeting and that Yats was going to offer in that context a three-way, you know, the 3+1 conversation or 3+2 with you. Is that not how you understood it? No, I mean, that's what he proposed, but I think just knowing the dynamic that's been with them where Klitschko has been the top dog, he's going to take a while to show up for whatever meeting they've got. He's probably talking to his guys at this point. So I think you reaching out directly to him helps with the personality management among the three, and it gives you also a chance to move fast on all this stuff and put us behind it before they all sit down and he explains why he doesn't like it.
Okay, good. I'm happy. Why don't you reach out to him and see if he wants to talk before or after? Okay, will do. Thanks. Okay, I've now written, one more wrinkle for you, Jeff. Yeah. I can't remember if I told you this or if I only told Washington this, that when I talked to Jeff Feltman this morning, he had a new name for the UN guy, Robert Seri. Did I write you that this morning? Yeah, okay. I saw that. He's now gotten both Seri and Ban Ki-moon to agree that Seri could come in Monday or Tuesday. Okay. So that would be great, I think, to help glue this thing and have the UN help glue it. And, fuck the EU. No, exactly. And I think we've got to do something to make it stick together, because you can be pretty sure that if it does start to gain altitude, the Russians will be working behind the scenes to try to torpedo it. And again, the fact that this is out there right now, I'm still trying to figure out in my mind why Yanukovych did that. But in the meantime, there's a Party of Regions faction meeting going on right now, and I'm sure there's a lively argument going on in that group at this point. But anyway, we could land jelly side up on this one if we move fast. So let me work on Klitschko, and if you can just keep, I think we want to try to get somebody with an international personality to come out here and help to midwife this thing. And then the other issue is some kind of outreach to Yanukovych, but we can probably regroup on that tomorrow as we see how things start to fall into place. So on that piece, Jeff, when I wrote the note, Sullivan's come back to me, VFR, saying you need Biden, and I said probably tomorrow for an attaboy and to get the deets to stick. So okay. Biden's willing. Okay, great. All right. Thanks.